Bienvenue. Continuons notre voyage dans le passé, direction l'actualité de l'arcade aux États-Unis en 1979. On va explorer cette période charnière en feuilletant le magazine américain Playmater d'août 79. Une époque pleine de changements rapides, de nouvelles technologies et une concurrence déjà féroce. Ah oui, absolument, une période vraiment bouillonnante. C'est là que les bases de l'industrie moderne du jeu vidéo, et aussi du flipper, se sont vraiment mises en place, avec pas mal d'innovations, mais aussi des tensions assez palpables, quoi. L'électronique commençait à peine à montrer ce qu'elle avait dans le ventre. Alors commençons par ce qui dominait encore largement à ce moment-là, le flipper. Les grands noms américains, Bally, Gottlieb, Williams, Stern, ils étaient partout, non? Oui, incontournable. Atari était là aussi, même si les sources mentionnent quelques petits pépins techniques. Sur leur flipper Superman, par exemple, la production aurait été un peu limitée. D'accord. Et on voit aussi des nouveaux, comme Gameplan, qui tentaient de se faire une place, c'était pas simple. Justement, le marché était comment? Très ouvert? Très dynamique, oui, mais certains disaient même qu'il était peut-être saturé. C'est Roger Sharp de Playmater qui écrivait ça. La production était énorme, donc pour un nouveau venu, c'était très très dur de rentrer. Ah oui. Astro Games, par exemple, ils ont eu du mal apparemment. Et même Atari, comme je disais, avait des soucis techniques sur ses flippers. Ça montre bien la complexité. Pourtant, c'était Atari quand même, hein. Exactement. Mais à l'inverse, t'avais Stern Electronics qui connaissait une croissance assez remarquable. Donc, malgré la saturation, il y avait de la place pour certains. Et cette forte présence américaine, ça avait quel impact sur les fabricants étrangers? Parce qu'il y en avait des Européens, par exemple. Oui, et Sharp était assez clair là-dessus. Les Européens, ils citent les Espagnols Plamatic, Inder ou les Italiens Zaccaria, avaient de plus en plus de mal à vendre aux États-Unis. Pourquoi? Des problèmes de qualité? Plusieurs raisons, en fait. Parfois, la fiabilité était jugée un peu moins bonne, oui. Il y avait aussi les questions de logistique, les pièces détachées, la distribution. C'était compliqué. Mais le point clé, selon Sharp, c'était surtout une perception d'infériorité en termes d'innovation par rapport aux jeux américains. Ah, carrément. Une perception d'infériorité, c'est-à-dire ils étaient moins bons les jeux européens? Disons qu'ils le semblaient évoluer moins vite. Surtout avec l'arrivée de l'électronique solid state que les Américains adoptaient très vite. Ça permettait des fonctions du jeu plus complexes, des trucs qui plaisaient peut-être plus au public américain, jugés plus sophistiqués, quoi. D'accord. Et les critiques dans Playmater allaient un peu dans ce sens. Pour certains jeux étrangers, on lisait des reproches sur la puissance des flips, jugés un peu faibles, ou un design de plateau moins accrocheur. C'était le cas par exemple pour Future World ou Queen's Castle de Zaccaria ou Screech d'Inder. Mais l'innovation, elle n'était quand même pas que américaine. Les Européens y tentaient des choses aussi, non? Bien sûr, bien sûr. Playmate, par exemple, est cité pour une combinaison jugée intéressante de cibles tombantes avec de la mémoire électronique sur leur jeu en tard. C'était pas mal. D'autres aussi, comme Russell ou Sonic, avaient des idées neuves. Mais bon, ça avait du mal à percer aux États-Unis. Et Sega, ils sont mentionnés où? Sega est cité, oui, mais pour un flipper plus ancien, millionnaire, qui avait une particularité technique, un plateau mobile. Mais ce n'était pas une actualité brûlante pour eux sur le marché américain du flipper en août 79. Ah, il faut noter aussi une tendance un peu différente en Europe, le retour des bingo pinball machines. Ces flippers très basés sur le hasard, surtout en Espagne avec des boîtes comme Russell, c'était vraiment un marché à part. Et qui commençait un peu à tourner en rond. Ça ouvrait la porte à des règles de jeu plus complexes, des effets sonores, lumineux, des trucs impossibles avant. Et surtout, ça améliorait beaucoup la fiabilité. Ça, pour les exploitants, c'était crucial. Et ça concernait les flippers, mais aussi d'autres jeux. Oui, oui, et les deux. C'est aussi l'époque où on voit apparaître les flippers wide body, tu sais, plus larges. Ah oui. Comme le totem de Gottlieb, qui d'ailleurs intégrait aussi de nouveaux systèmes de son électroniques. Ça bougeait vite. Et bien sûr, cette électronique, ça a été le moteur de l'explosion du jeu vidéo. Michael Green rappelait d'ailleurs que le parcours du jeu vidéo avait déjà été un peu chaotique. Oui, c'est fascinant de relire ça aujourd'hui. Après l'étincelle de départ de Nolan Bushnell chez Atari, le marché avait été noyé sous des copies bas de gamme en 73. Le truc a failli disparaître. Incroyable. Et c'est vraiment la persévérance d'Atari et de quelques autres, avec des nouveaux concepts de jeu plus accrocheurs, qui a permis ce retour en force spectaculaire. En 79, Green considérait le jeu vidéo comme une machine standard dans une salle d'arcade, un vrai centre de profit. Et il disait que ça ne nuisait pas forcément aux autres machines? C'est ça, c'est un point intéressant qu'il soulève. Le succès du jeu vidéo ne semblait pas forcément manger les revenus des flippers ou des bandits manchots. C'était un revenu additionnel en quelque sorte.
Alors, pour voir ce qui marchait concrètement, les classements de Playmater d'août 79, c'est parfait. C'était quoi les hits du moment aux USA? Il y avait aussi Seawolf de Midway, un jeu de tir sous-marin un peu plus ancien mais toujours populaire. Starhawk, un autre jeu de combat spatial de Cinematronics. Et encore Atari, avec le classique Breakout et aussi Basketball. Ça donne une bonne image de la diversité, effectivement. On voit bien l'influence japonaise avec les licences Taito, Namco, Sega, qui licenciaient Edon. Oui, mais aussi la force des Américains. Atari, Midway, Cinematronics, Exidy, c'est eux qui tenaient le haut du pavé sur leur marché. Et ces jeux vidéo, ils n'ont pas eu qu'un impact sur les classements. Apparemment, ils ont aussi changé les habitudes sur le prix de la partie. Tout à fait. Les sources le disent. Leur succès a aidé à faire accepter des prix plus élevés, souvent 25 cents, voire plus, alors que le 10 cents était encore assez courant pour les flippers. Ah oui, d'accord. C'est une tendance qu'on voyait aussi avec certains gros jeux électromécaniques d'ailleurs, comme Shootaway, un jeu de tir de Namco qui avait bien marché aussi. Et techniquement, ces jeux vidéo apportaient de vraies nouveautés. Vous parliez de Space Wars de Cinematronics. Oui, Space Wars, c'est intéressant parce qu'il est cité pour deux innovations. D'abord, une difficulté qui s'adaptait aux joueurs. Le jeu devenait plus dur si tu étais bon et plus facile si tu galérais. Ah, pas mal, hein? Et l'autre truc, c'était l'utilisation de moniteurs vectoriels. Contrairement aux écrans classiques à pixels, là, ça dessinait des lignes lumineuses directement sur l'écran. Ça donnait des graphismes très nets. Très net, très fin, très distinctif. Idéal pour les vaisseaux spatiaux, les explosions stylisées de l'époque. C'était la marque de fabrique de Cinematronics. Mais toute cette nouvelle technologie, l'électronique partout, ça a dû être un défi pour les exploitants, pour la maintenance, hein. Ah oui, certainement. L'arrivée massive de l'électronique, flippers ou vidéo, ça a obligé les techniciens à se former, et vite. Michael Green en parle dans son interview. Au début, c'était un peu un casse-tête, mais bon, face au coût d'une machine en panne, les exploitants ont vite compris qu'il fallait investir dans la formation et les outils. C'était indispensable. Il y a des anecdotes assez marrantes dans ce numéro de Playmeter. Une qui concerne justement Space Invaders au Japon, son pays d'origine. C'était la folie là-bas, hein. Ah mais complètement. Playmeter rapporte que Taito, le créateur, prévoyait des centaines de milliers de machines juste pour le Japon. Waouh! Et le magazine relayait même des inquiétudes sociales assez sérieuses. On parlait d'absentéisme scolaire, de jeunes qui piquaient de l'argent pour jouer. Ah oui, quand même. Et même une combine de triche avec des briquets électroniques spéciaux pour générer des crédits gratuits. Un vrai phénomène de société. Bon, l'ampleur était peut-être moindre aux États-Unis, mais ça cartonnait quand même via Midway. Ah oui, numéro 1 incontesté, la folie était là aussi, même si c'était peut-être moins extrême qu'au Japon. Autre anecdote, plus sportive celle-là, côté flipper, un record d'endurance venait d'être battu. Oui, c'est ça, juste avant l'apparition du MAG. Un joueur avait tenu 228 heures non-stop devant un flipper World Cup de Williams. 228 heures, C'est inhumain. c'est complètement fou, oui, mais ça montre bien la passion, l'obsession même, que ces machines pouvaient déclencher chez certains. Mais l'arcade en 79, ce n'était pas que les flippers et les jeux vidéo. Il y avait d'autres choses, comme le baby-foot, le football, comme ils disent. Tout à fait. Le magazine met en avant une grosse campagne de promotion d'une boîte, Tournament Soccer, pour ses tables de baby-foot. Ils avaient lancé un $1 Million World Tour, des grands tournois très médiatisés, pour vraiment imposer leur marque, créer une demande spécifique pour leur table de compétition. Et Michael Green, l'anglais, il était impliqué là-dedans. Sa société distribuait ses tables. Oui, Alea Electronics, sa société, distribuait Tournament Soccer au Royaume-Uni. Et Green expliquait qu'il voyait le football de compétition comme un produit à part, très différent du baby-foot de café ou même du billard. Pour lui, ça demandait un gros effort de promotion, surtout organiser des tournois tout le temps pour créer une communauté de joueurs. C'était la stratégie de Tournament Soccer. On a déjà cité Namco plusieurs fois pour Space Invaders avec Taito ou Edon. C'était déjà un acteur important du Japon. Oui, Namco était déjà très influent. Outre les licences de jeux vidéo Headzone, qui arrivaient aux US via Gremlin Sega, Space Attack licencié par Alea au Royaume-Uni, leurs jeux électromécaniques plus anciens comme Shootaway avaient marqué les esprits. Et comme on disait, ça avait aidé à faire accepter des parties plus chères. Les distributeurs américains comme Midway et Allied Leisure étaient essentiels pour diffuser ces jeux Namco sous licence aux USA. On voit déjà une économie globale du jeu, avec ces licences qui circulent. Exactement, principalement du Japon vers les États-Unis pour le jeu vidéo à ce moment précis, mais ça commençait à circuler. Un autre sujet abordé dans ce numéro, qui contraste un peu avec l'euphorie américaine, c'est la situation du jukebox. Surtout au Royaume-Uni, ça n'allait pas fort, quoi.
Non, pas du tout. C'est même plutôt sombre. L'interview de Michael Green et un autre article décrivent une industrie britannique du jukebox en pleine crise. Deux raisons principales. Une nouvelle TVA à 15%, très lourde, et surtout des redevances de droits d'auteur jugées écrasantes. Les redevances, ce que les exploitants payaient pour la musique. C'est ça. Et les chiffres cités sont frappants. Environ 75 $ par an par machine au Royaume-Uni, contre 8 $ seulement au début aux États-Unis. Ah oui, la différence est énorme. Énorme. Du coup, l'industrie britannique était décrite comme mourante. Parfois, les exploitants gardaient un jukebox juste pour conserver l'emplacement, pour y mettre d'autres machines plus rentables à côté, genre flippers ou vidéos. Le jukebox devenait un produit d'appel, à perte. Et l'article s'en servait comme d'un avertissement pour les Américains, c'est ça? Oui, exactement. Face aux demandes des sociétés de droits d'auteur américaines, comme l'ASCAP, qui commençaient à lorgner sur les tarifs européens pour justifier des hausses aux USA. Un rappel que l'économie, les taxes, la réglementation, ça pouvait vite gripper la machine, même en plein boom. Revenons à ce boom américain, justement. Les pages de Playmeter, c'est un festival d'activités des fabricants locaux. Une vraie bataille en se vachant. Ah oui, c'est flagrant. Les pubs, les classements. On voit Valley qui pousse ses tables de billard Cougar, Greenwood Industries, super important, qui fournit les monnayeurs pour tout le monde, Williams Electronics qui lance son nouveau flipper Stellar Wars, qui surfe sur le succès de Flash, numéro 1 du classement flipper en août 79. Et bien sûr, ils communiquent sur leur record d'endurance sur leur World Cup. Et Bally. Ils sortaient le grand jeu pour leur flipper Kiss, basé sur le groupe de rock. Grosse campagne promo. Et leur présence dans le top 10 des flippers était écrasante. Playboy, Lost World, Star Trek, Supersonic, Matahari, 8-Ball. Ils étaient partout, hein? Une domination quasi totale sur le flipper à ce moment-là. Mais ils avaient aussi des soucis juridiques, une histoire de réglementation qui limitait leur vente de machines à sous dans le New Jersey. Ça montre que même les géants devaient jongler avec les règles. Gottlieb n'était pas en reste non plus. Non, ils sortaient leur nouveau White Body Totem, et ils avaient encore Sinbad et Countdown bien classés. Stern, dont on parlait de la croissance, avait Dracula et Nugent dans les charts et annonçait des recrutements. Et Atari, malgré les soucis sur les flippers, restait le roi du jeu vidéo. Ah ouais. Football, Sprint 2, Basketball, Breakout, même Middle-earth était dans les classements vidéo. Ils investissaient aussi beaucoup en formation technique et en pub. C'était vraiment une force majeure. Cinematronics aussi, avec ses jeux vectoriels, ça marchait fort. Oui, Space Wars et Star Oak étaient très bien placés. Ils annonçaient d'ailleurs des nominations chez Vectorbeam, leur filiale, et surtout, ils signaient un accord de licence important avec Sega pour que Star Oak soit distribué au Japon. Tiens, une licence qui va désuer ça vers le Japon. Pour une fois. Exactement, c'est intéressant. Et pour finir le tour, Exidy, après le succès de Starfire, lançait un nouveau jeu vidéo, Crash. Bref, la compétition était intense, vraiment. Tout le monde cherchait le prochain gros hit. Alors, si on essaie de résumer cette plongée dans l'été 79, qu'est-ce qu'on retient? Clairement, une industrie américaine de l'arcade en pleine ébullition, en pleine mutation. L'électronique solid state, qui transformait le flipper, qui lui donnait un nouveau souffle. Et surtout, qui propulsait le jeu vidéo au premier plan, avec des jeux comme Space Invaders, qui devenaient des phénomènes culturels. C'est ça. Les fabricants américains dominaient vraiment leur marché. C'était une période d'innovation folle, mais aussi une bataille commerciale et technologique sans merci. On le voit avec tous ces nouveaux jeux, ces classements très disputés. Et dans ce contexte, les concurrents étrangers, qu'ils soient européens comme Zaccaria, Hinder, ou même japonais sur le créneau spécifique du flipper comme Sega à ce moment-là, ils avaient vraiment du mal à exister face à ce rouleau compresseur américain. Une effervescence incroyable. Vraiment, on sentait les débuts de ce qu'on appellera plus tard l'âge d'or du jeu vidéo. Et le flipper qui se réinventait pour pas se laisser distancier. Tout à fait. Mais bon, si on prend un peu de distance, cette photo d'août 79, elle pose une question pour la suite, non ? Avec cette accélération technologique, l'arrivée en force des jeux vidéo et cette saturation qui pointait sur le marché du flipper, c'était quoi la prochaine étape ? Est-ce qu'on allait voir un nouveau bond technologique complètement imprévu ? Est-ce qu'un genre de jeu vidéo radicalement nouveau allait débarquer en 1980 et tout balayer ? Ou alors peut-être que les problèmes économiques entrevus au Royaume-Uni avec la TVA, les redevances, allaient finir par traverser l'Atlantique et freiner ce boom américain qui paraissait sans limite ? Bonne question, seules les prochaines archives nous le diront.